Pendant plus d'un mois, le président américain Donald Trump a tenu l'une des promesses les plus audacieuses de son second mandat, anéantir les Houthis. De mi-mars à début mai, 2025 bombes américaines ont plu presque quotidiennement sur le Yémen, frappant les dirigeants, écrasant les stocks d'armes et réduisant en poussière l'infrastructure militaire du groupe. Ce n'était pas de la diplomatie, mais une décimation. Les résultats sont maintenant là, et ils sont stupéfiants. Les Houthis ont annoncé ce que les États-Unis qualifient de reddition inconditionnelle. Le 6 mai, lors d'une apparition avec le Premier ministre canadien Mark Carney, Trump a officialisé l'annonce. Les Houthis ont annoncé qu'ils ne veulent plus se battre et qu'ils ont capitulé. Nous respecterons leur décision. Qu'est-ce qui les a brisés? Le bombardement incessant, la pression de l'Iran, ou quelque chose de plus profond et moins discuté? Dans cet épisode, nous décomposons comment la campagne américaine a fonctionné si efficacement que même Israël, Oman et l'Iran sont maintenant impliqués dans les conséquences. Commençons par ce qui a finalement forcé les Houthis à cligner des yeux, et pourquoi l'annonce du 6 mai pourrait marquer un tournant, non seulement au Yémen, mais dans tout le conflit de la mer Rouge. Ce jour-là, les États-Unis ont annoncé l'arrêt de leur bombardement contre les Houthis. Lors d'une réunion avec le Premier ministre canadien Mark Carney à la Maison-Blanche, Trump a fait ses déclarations alors que le groupe prétendait être prêt à arrêter ses attaques sur la plupart des navires commerciaux naviguant à travers la mer Rouge. Trump a simplement mentionné qu'il venait de recevoir la nouvelle et que toutes les discussions en cours étaient très positives, sans entrer dans les détails. Le message était clair, la stratégie américaine avait réussi à faire fuir les Houthis vers les collines. Les propos de Trump ont été confirmés par Oman, qui a proposé de médier les négociations entre les États-Unis et l'Iran soutenus par les Houthis sur le programme nucléaire iranien. Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Basaidi, a annoncé en ligne qu'après des pourparlers récents, visant une désescalade, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les deux parties. Al-Busaidi a ajouté que l'accord a vu les États-Unis et les Houthis s'engager à ne plus se cibler mutuellement, l'intention étant de rétablir la liberté de navigation dans toute la mer Rouge. Selon Reuters, le 13 mai, la reddition est survenue, car les Houthis cherchaient une issue au conflit, révélant plus de détails environ une semaine après les événements. Selon lui, les services de renseignement américains ont détecté que les Houthis cherchaient une issue quelques jours avant l'annonce de Trump. Profitant de l'occasion, les États-Unis ont cessé les combats. Selon deux sources anonymes de Reuters, l'Iran aurait joué un rôle clé dans le cessez-le-feu. L'Iran a encouragé les Houthis à négocier, probablement dans le cadre de ses discussions avec les États-Unis sur son programme nucléaire. Peut-être que l'idée était de cesser les attaques Houthis pour que les États-Unis puissent faire pression sur l'Iran. L'impact de la campagne américaine sur les Houthis et les États-Unis eux-mêmes reste incertain selon un officiel. La pression sur les Houthis était manifeste. Chaque frappe américaine détruisait leurs installations et tuait leurs membres. Toutefois, ces frappes coûtaient aussi très cher aux États-Unis. Au 4 avril, il avait déjà dépensé environ $1 milliard pour sa campagne débutée le 15 mars. Puisque les bombardements américains se sont poursuivis jusqu'à fin avril et début mai, on peut supposer sans risque que le total final dépensé a largement dépassé les $2 milliards. Selon Reuters, le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, allait devoir répondre à des questions embarrassantes sur la rentabilité des dépenses engagées. Quand l'opportunité de négocier la reddition des Houthis s'est présentée, il l'a saisie et a organisé plusieurs réunions à la Maison-Blanche pour y parvenir. Il est intéressant de noter une possible mise en garde sur la reddition des Houthis, peut-être pour sauver la face. Le négociateur Houthi senior Mohamed Abdul Salam a déclaré aux médias contrôlés par les Houthis au Yémen que c'était les États-Unis qui avaient reculé. Selon lui, la position américaine a changé, mais la nôtre reste ferme. Il a affirmé que les Houthis cibleront les navires qu'ils soupçonnent d'être liés à Israël en mer Rouge. Il arrêtera d'attaquer les navires américains si les États-Unis acceptent de cesser les bombardements dévastateurs de ses installations militaires et de ses dirigeants. Une chose est sûre, la campagne américaine contre les Houthis est terminée, et le groupe militant est au bord de l'effondrement total. Cela nous amène à la question clé de cette vidéo. Qu'est-ce qui a fait le succès de la stratégie américaine? Pour répondre, il faut d'abord rappeler ce que nous avons vu entre mars et mai 2025. Les États-Unis avons déjà ciblé les Houthis au Yémen par le passé. La première campagne, lancée sous l'ancien président Joe Biden, a adopté une approche différente de celle utilisée par Trump pour forcer la capitulation des Houthis. Sous Biden, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes précises contre les Houthis pendant une grande partie de 2024. Les attaques ont principalement visé les installations militaires Houthis plutôt que l'élimination de leurs dirigeants. La mort d'un leader était considérée comme un bonus. Mais le but de Biden était d'entraver la logistique militaire des Houthis, compliquant ainsi leurs attaques en mer Rouge.
En 2024, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé 930 frappes contre les Houthis, d'après Malik al-Houthi, le leader du groupe militant. Selon le projet Armed Conflict Location et Event Data Project, donné sur les lieux et événements de conflits armés des États-Unis, le nombre réel était bien inférieur. Il a enregistré 305 frappes. Il est possible que les Houthis aient compté chaque pièce d'ordonnance lancée, avec l'Armed Conflict Location et Event Data Project, comptant plutôt des événements uniques qui utilisaient plusieurs explosifs. Ou alors, les Houthis pourrait gonfler le bilan pour dépeindre les États-Unis et le Royaume-Uni comme des agresseurs impénitents. Néanmoins, les frappes de Biden différaient de celles menées sous Trump. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, l'a clairement indiqué lors de son intervention à This Week d'American Broadcasting Company, le lendemain de l'annonce par Trump de sa nouvelle stratégie. La différence est que ce n'étaient pas des attaques insignifiantes et finalement inefficaces, a affirmé Waltz. C'était une réponse écrasante qui a réellement ciblé plusieurs dirigeants Houthis et les a éliminés. C'est là la première différence clé entre la stratégie américaine en 2024 et celle qui a suivi en 2025. Les frappes aériennes de cette année, beaucoup plus intenses, se sont poursuivies quotidiennement jusqu'à l'annonce du cessez-le-feu par Trump le 6 mai. On peut supposer que les Houthis ont résisté à 51 jours d'attaque. Si 6 de ces jours représentaient 56 frappes aériennes et que les États-Unis maintenaient en cette intensité, alors 51 jours auraient pu représenter jusqu'à 476 attaques distinctes. Cela représenterait plus de la moitié des 930 frappes que les États-Unis et le Royaume-Uni auraient effectuées de janvier 2024 à janvier 2025. Bien que ces chiffres soient approximatifs, ils montrent l'intensité de la stratégie américaine de 2025 contre les Houthis. L'Institut italien pour les études politiques internationales, ou Institut italien pour les études politiques internationales, a donné plus de détails sur la stratégie 2025 dans un article du 17 mars. Dès ce stade précoce, il était évident que les États-Unis visaient en priorité les chefs Houthis, plutôt que leur infrastructure militaire et leur logistique. Souvent, ces assauts ont mené à des frappes contre des bases et des défenses de missiles. Cependant, les États-Unis semblaient également prêts à attaquer les ports du Yémen, et même des zones résidentielles où ils pensaient qu'un dirigeant Houthi pourrait se trouver. L'objectif était de décapiter les Houthis, au sens figuré et au sens propre, pour les laisser sans direction. Sans leader pour organiser l'armée militante des Houthis, le groupe sombrerait dans le chaos, alors que de petites sectes se sépareraient les unes des autres, pour tenter de maintenir leur campagne au Yémen en marche. Les États-Unis misaient sur l'absence de plan de secours des Houthis en cas de décimation rapide de toute leur structure de direction. Après la reddition des Houthis, il apparaît que le plan a réussi. Cette tactique intense de décapitation s'est révélée être la première et probablement la plus cruciale d'une stratégie en 4 étapes. La deuxième partie tournait autour du moment où les États-Unis ont attaqué des cibles Houthis. Sous Biden, les frappes aériennes de 2024 étaient généralement réactionnaires. Les Houthis attaqueraient un navire en mer Rouge, et les États-Unis répondaient en attaquant. La stratégie de Biden a également vu les États-Unis n'attaquer les Houthis que pendant leur campagne en mer Rouge. Quand les Houthis ont annoncé l'arrêt des hostilités suite au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, début 2025, les États-Unis ont aussi stoppé leurs frappes aériennes. Cela semblait concorder avec la philosophie des Houthis, qui ont toujours déclaré que leur campagne en mer Rouge soutenait le Hamas et Gaza. Le premier étant un autre groupe militant, souvent vu comme un proxy iranien. Le 7 mars 2025, les Houthis menacèrent de reprendre les attaques en mer Rouge si Israël ne levait pas le blocus de Gaza. Sous Biden, les États-Unis auraient attendu de confirmer que la menace des Houthis était sérieuse avant de riposter, contrairement à ce qui s'est passé en 2025. Un peu plus d'une semaine après la menace des Houthis, Trump a décidé d'attaquer préventivement les Houthis pour la deuxième fois, plutôt que de leur laisser l'opportunité d'exécuter leurs menaces. Ne sous-estimez pas l'impact de cette approche plus conflictuelle. Avant, les Houthis savaient pouvoir jouer la montre, les États-Unis ne réagissant qu'à leurs attaques. Le groupe semblait croire que ce serait toujours le cas en 2025. Suite à l'émission de leurs menaces, les Houthis auraient pu anticiper avoir le temps de se réarmer avec des drones et des missiles iraniens tout en planifiant de futures attaques. Le 15 mars, les États-Unis leur ont retiré ce temps, obligeant le groupe à poursuivre péniblement ses frappes en mer Rouge alors que sa direction était dévastée. La preuve de l'approche modifiée des États-Unis ressort de l'intensité et de la fréquence de leurs frappes, ainsi que du nombre de morts. Les États-Unis estiment que leur campagne de 2025 a tué entre 500 et 600 Houthis, dont la plupart jouaient des rôles importants dans le groupe. Les Houthis, eux, préfèrent des chiffres plus vagues. Ils affirment que les États-Unis ont tué 123 personnes et en ont blessé 247 autres entre le 15 mars et le 15 avril. Des dizaines de personnes ont été ajoutées à ces décomptes avant l'annonce du cessez-le-feu. Les Houthis ne mentionnent jamais si les tués faisaient partie de leur groupe.
Les chiffres publiés par les Houthis sont assez vagues pour leur permettre d'affirmer que les États-Unis tuent des civils. Néanmoins, plus d'attaques ont causé plus de décès. La stratégie de décapitation des États-Unis a combiné la sévérité de ces frappes avec leur nature préventive pour blesser les Houthis pendant près de 2 mois. Passons maintenant au troisième volet de la stratégie des États-Unis. Plus tôt, nous avons mentionné plusieurs sources qui prétendaient que l'Iran a joué un rôle clé pour convaincre les Houthis qu'il était temps de reculer. Tout cela faisait partie du plan américain. L'Institut italien pour les études politiques internationales dit que Trump a menacé de tenir l'Iran entièrement responsable de tout ce que les Houthis faisaient dans la mer Rouge. Allant jusqu'à blâmer directement l'Iran pour son soutien au groupe, Biden a également établi des liens entre l'Iran et les Houthis, dit Institut italien pour les études politiques internationales. Toutefois, sous Trump, les États-Unis ont stigmatisé l'Iran d'une façon inédite en 2024. La stigmatisation, la pression de Trump pour des négociations sur le nucléaire iranien et l'accumulation militaire américaine au Moyen-Orient ont mis l'Iran sous ces pressions. Mi-avril, les États-Unis avaient déployé des bombardiers B-2 Spirit sur des bases à portée de l'Iran. Plusieurs porte-avions ont été déployés en mer Rouge pour la défense aérienne patriote. Des batteries T étaient livrées au Moyen-Orient, et Trump menaçait de bombarder l'Iran pour qu'ils viennent négocier. Ne sous-estimez pas l'impact de toute cette pression sur les Houthis. Selon le Télégraphe du 3 avril, l'Iran était sur le point de retirer complètement son soutien aux Houthis. Selon un haut fonctionnaire iranien anonyme, l'Iran a dû revoir ses priorités, délaissant ses ambitions au Moyen-Orient pour se concentrer sur sa relation avec Trump. Selon l'officiel, chaque réunion est dominée par des discussions à son sujet, au détriment des groupes régionaux précédemment soutenus. Selon la même source, l'opinion ici est que les Houthis ne pourront pas survivre et vivent leurs derniers mois, voire leurs derniers jours. Il est inutile de les garder sur notre liste. Nous savons que les Houthis n'ont pas été totalement abandonnés par l'Iran, sinon ce dernier n'aurait pas pu les convaincre d'accepter de se rendre aux États-Unis. Toutefois, la pression combinée des frappes au Yémen et des menaces américaines contre l'Iran a suffi à imposer un changement d'approche. L'Iran n'était plus en mesure de soutenir les Houthis autant qu'avant. Le groupe a été affaibli à nouveau, ouvrant la voie au nouveau cessez-le-feu. Et cela nous amène au quatrième et dernier point de la stratégie américaine qui a brisé l'esprit des Houthis, ouvrant la porte à l'implication d'autres nations dans les frappes. Comme mentionné précédemment, les États-Unis ont coopéré avec le Royaume-Uni sur de nombreuses frappes en 2024, ce qui n'était pas nouveau. Cependant, 2025 a vu les États-Unis assumer la plus grande part du travail, en termes d'affaiblissement des Houthis, avec des attaques quotidiennes. Cela a permis à d'autres nations de frapper le groupe encore plus durement qu'auparavant. Le Royaume-Uni faisait partie de ces nations. Même pendant que la campagne américaine se poursuivait, la Royal Air Force, ou Royal Air Force du Royaume-Uni, a décidé de s'impliquer. Le 29 avril, la Royal Air Force et les forces aériennes américaines ont mené une frappe conjointe contre les Houthis en réponse à leurs assauts en mer Rouge, dans le cadre de leur politique de longue date. Le Royaume-Uni a fourni plus d'informations sur les frappes que ce qui a été typique des États-Unis en 2025. La frappe du 29 avril a suivi une collecte de renseignements minutieuse qui a permis à la Royal Air Force d'identifier des bâtiments utilisés par les Houthis pour attaquer des navires commerciaux avec des drones. Grâce au soutien du ravitaillement en vol des tankers Voyager, la Royal Air Force a utilisé ses Eurofighter Typhoon pour bombarder ces bâtiments avec des bombes guidées Pave-Way-Four de haute précision. Tous les avions sont rentrés en sécurité, la Royal Air Force déclarant également qu'elle a mené l'attaque de nuit pour minimiser la possibilité de victimes civiles. Comme pour les négociations avec l'Iran, cette partie de la stratégie américaine misait sur la pression. Avec le soutien du Royaume-Uni, les États-Unis ont signifié aux Houthis qu'ils faisaient face à 2 nations au lieu d'une. La capitulation des Houthis, survenue une semaine après la frappe du Royaume-Uni, n'est probablement pas une coïncidence. La frappe du Royaume-Uni était un avertissement pour les Houthis, montrant ce qui les attend quelques heures seulement après l'annonce du cessez-le-feu par Trump. Le soir du 6 mai, Israël a lancé la deuxième de 2 frappes aériennes contre les Houthis, qu'il avait menées en seulement 24 heures. La frappe visait l'aéroport international de la capitale du Yémen, Sanaa, forçant sa fermeture et détruisant l'infrastructure des Houthis. Tébéni Israël affirme que l'attaque était intentionnelle. Bien que l'aéroport de Sanaa soit techniquement une structure civile, les Houthis l'utilisent comme plaque tournante régionale pour les armes et les munitions qui entrent au Yémen via l'Iran. 20 avions de chasse israéliens ont frappé l'aéroport, moins de 24 heures, après avoir attaqué un port clé des Houthis, utilisé aussi pour recevoir des armes iraniennes. L'attaque a détruit le terminal principal et presque tous les avions de passagers côte de l'aéroport de Sanaa. Quel est le lien avec la stratégie américaine qui a paralysé les Houthis ? La frappe d'Israël a été rendue possible grâce aux États-Unis qui ont éliminé les dirigeants du groupe et une grande partie de son infrastructure entre le 15 mars et le 6 mai. La pression américaine sur l'Iran, qui a réduit le flux d'armes vers le Yémen, a peut-être aussi rendu cela possible.
le coup de maître de la stratégie américaine. Se retirer avec les Houthis affaiblis, tout en ayant des alliés qui peuvent continuer et qu'à les frapper. Les États-Unis peuvent toujours affirmer qu'ils n'attaquent pas sans mentir. Maintenant, les États-Unis n'ont plus qu'à se reposer et attendre que d'autres nations frappent les Houthis, et potentiellement que le groupe soit renversé par les forces yéménites sur le terrain. Cela nous amène à la dernière question de cette vidéo. Qu'est-ce qui vient ensuite? Pour les États-Unis, la priorité semble être de réduire leur présence au Moyen-Orient suite à la reddition des Houthis. Ils déploient déjà les bombardiers furtifs B-2 dans des bases militaires de l'océan Indien. Toutefois, chez lui, il les a remplacés par des B-52 pour garder une pression sur l'Iran. Il est probable que la mer Rouge et ses environs connaissent une dégradation similaire, mais ce n'est pas certain. Le United States Ship Carl Vinson a quitté le passage maritime, laissant l'United States Ship Harry S. Truman, qui était déjà stationné avant la campagne américaine. Les Houthis ont été considérablement affaiblis, sans être totalement anéantis. Ils sont désormais confrontés à un futur où leur menace a été neutralisée. Israël mène des attaques plus efficaces que jamais contre eux, grâce aux États-Unis. Le groupe est bien conscient des conséquences, s'il tente de reprendre ses attaques en mer Rouge. Les Houthis existent toujours, mais ont été soumis par des frappes aériennes qui pourraient nous reprendre s'ils vont trop loin. L'Iran est aussi à considérer. Des négociations sont en cours entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis pourraient-ils pousser l'Iran à se débarrasser complètement des Houthis, en échange de la levée des sanctions, basées sur le programme nucléaire iranien? C'est possible. L'Iran est confronté à de mystérieuses explosions qui semblent affaiblir son influence face aux États-Unis. Selon le Jewish News Syndicate, le 7 mai des explosions ont eu lieu dans des installations industrielles et des ports clés en Iran, déclenchant plusieurs incendies. Ces incendies et explosions ont frappé l'Iran tout au long de la fin avril, jusqu'à ce que Trump annonce la reddition des Houthis. Les États-Unis étaient-ils impliqués? Bien que personne n'en parle, il semble étrangement coïncident que les Houthis se soient rendus juste après cette série d'explosions. Peut-être que c'est la dernière partie de la brillante stratégie américaine. Cela a durement frappé les Houthis, permis à d'autres de s'impliquer et fait pression sur l'Iran, à la table des négociations, et possiblement par subterfuge, pour quitter les Houthis. Les États-Unis ont tenté de mettre les Houthis à genoux en 2025, mais ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Que pensez-vous de leur stratégie? Était-ce mieux que la stratégie de 2024? Les Houthis ont-ils une chance de se relever? Partagez vos réflexions en commentaire, et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur l'actualité du Moyen-Orient.